Bonjour à tous, bienvenue à cette toute première visioconférence qui ouvre le Salon Go de cette édition 2024, qui est la 13e édition du Salon. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Et pour ouvrir ce salon, nous avons choisi de vous parler des facteurs de réussite dont il faut absolument tenir compte pour préparer votre projet dans les meilleures conditions. Effectivement, en suivant une démarche cohérente et constructive, vous vous engagez dans un processus qui va augmenter vos chances de réussite. Et c'est précisément ce que nous allons voir ensemble pendant cette première conférence. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat, vous le trouvez en haut de votre écran. Donc, il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation intitulé questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir et à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dès le démarrage et nous prendrons un temps, nous avons réservé un temps à l'issue de cette conférence pour répondre à toutes vos questions. Alors, je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement, certainement encore aujourd'hui, sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers. Je vous propose donc de démarrer cette conférence et nous allons commencer par nous présenter. Je me présente, donc Doriane Stark, je suis responsable du pôle entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mon collègue de la CMA que je vais laisser se présenter. Merci Doriane, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Emmanuel Labisse et donc je suis conseiller en création et reprise d'entreprise pour le compte de la Chambre des métiers sur le site de Forbach. Donc, pour commencer cette conférence, avant toute chose, il faut que vous soyez bien sûr de maîtriser votre métier, d'être le meilleur dans la profession, dans l'activité que vous souhaitez exercer. Si jamais dans votre vie professionnelle, vous devez prendre du temps pour vous former, que ce soit de manière technique ou façon gestion, c'est le moment ou jamais, hein, puisque quand vous allez être entrepreneur, vous allez être vous allez pouvoir compter que sur vous-même pour organiser votre travail et proposer la meilleure prestation, le meilleur produit ou vendre de la meilleure façon à vos clients. Donc, si vous vous sentez un peu faible sur certains points, profitez-en avant de commencer votre création d'entreprise pour vous former et être sûr de maîtriser tous leurs aspects. Alors, vous avez deux cas de figure. Donc, soit vous avez déjà suffisamment d'expérience, hein, si vous avez 20, 25 ans de métier derrière vous, hein, là je pense que techniquement vous êtes opérationnel, mais ce n'est pas parce que vous êtes bon techniquement que vous allez maîtriser tout le reste, toutes les compétences en gestion, en commerce, en management aussi beaucoup, hein, si vous allez embaucher des personnes ou reprendre des salariés. Donc toutes ces compétences sont importantes et c'est à faire maintenant. C'est à faire maintenant avant de créer l'entreprise. Après, vous serez dans le dur, vous devrez vendre, vous devrez travailler, donc vous aurez peut-être moins de temps pour vous former. Ensuite, deuxième point sur lequel on souhaite attirer votre attention, respecter la chronologie de la préparation du projet. Alors ça peut paraître évident, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Et la slide. Donc, première recommandation que l'on peut vous donner, surtout ne pas sauter les étapes. Donc, les étapes, on les verra juste après en détail, mais ça, c'est déjà le premier conseil sur lequel on souhaite attirer votre attention. Et surtout, ces étapes, c'est les prendre dans le bon ordre. Donc, on va voir tout ça de manière détaillée juste tout de suite. Donc, vous allez voir à l'écran un schéma qui reprend en fait les grandes étapes de la création d'entreprise. Et c'est vraiment important de bien les situer. Donc, préparer un projet de création ou de reprise d'entreprise, ça commence déjà par être capable en fait de décrire de manière très précise son activité. Ça reprend également le point que l'on vient de voir, c'est de vous assurer que votre parcours est en cohérence avec l'activité que vous envisagez d'exercer. Ensuite, l'étape suivante, ça consiste à réaliser votre étude de marché. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard, on vous en reparlera. Après l'étude de marché, eh bien, il est important de pouvoir définir vos moyens d'exploitation, de pouvoir définir l'organisation humaine de votre entreprise. Hein, donc l'organisation humaine, elle s'adresse aussi bien aux associés qu'aux salariés, donc le qui fait quoi.
Définir ensuite un statut juridique adapté à votre activité. Donc là, dans le cadre du Salon Go, vous aurez plusieurs conférences qui sont proposées sur le choix du statut juridique. Vous avez une conférence sur la micro-entreprise, une conférence sur bien choisir son statut juridique et également une conférence sur la SARL, la SAS. Enfin, voilà. Plusieurs sujets seront abordés. Ensuite, une fois que vous avez défini le statut juridique, eh bien, vous allez pouvoir ensuite réaliser votre étude financière prévisionnelle. Et une fois que tout cela est fait, eh bien, vous allez pouvoir rechercher les aides et les financements qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre projet. Et puis, vous allez commencer à construire vos tableaux de bord. Et là, maintenant, il va y avoir une étape extrêmement importante. Il va y avoir en quelque sorte un stop, un go ou un no-go. Pour pouvoir, en fait, valider les étapes suivantes, il faut absolument que vous ayez l'accord du prêt bancaire. Donc, si vous n'avez pas réuni les financements, eh bien, il ne sera pas possible de passer aux étapes suivantes. Sachant que l'étape suivante, c'est notamment la signature du bail, que vous travaillez à domicile, enfin, à domicile, la question ne se pose pas, mais que vous louez un local, ou alors vous louez juste un bureau, vous allez signer un bail. Donc, pour pouvoir vous engager, il faut absolument que vous soyez certain que vous ayez obtenu vos financements. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir définir la date de début d'activité, la date vraiment que l'on va déclarer, la date à laquelle vous allez démarrer l'exercice de votre activité. Et ensuite, on va pouvoir procéder à l'immatriculation de l'entreprise. Donc là aussi, sur la partie immatriculation, vous aurez une conférence cette semaine qui vous expliquera comment déclarer en ligne votre entreprise. Et puis ensuite, eh bien, vous allez pouvoir réaliser vos achats, faire vos travaux, démarrer votre communication, votre publicité. Voilà, donc ces étapes, c'est vraiment important de les respecter, de ne pas en sauter et surtout de bien respecter la chronologie de ces différentes étapes. Afin de valider votre modèle économique, il va falloir que vous travailliez sur la préparation de votre projet en réalisant 2 documents. Hein. Vous avez sûrement, quand vous avez fait vos recherches dans le cadre de la création d'entreprise, vu ces 2 termes apparaître dans vos recherches, le business model et le business plan. Et je vais essayer de vous expliquer synthétiquement en quoi il consiste. Votre idée va être validée par un business model. Le business model, grosso modo, ça va être la stratégie de l'entreprise. En gros, vous allez avoir plusieurs paramètres sur lesquels réfléchir, avec au centre la proposition de valeur. La proposition de valeur, ça va être clairement mon offre. Voilà. Est-ce que cette proposition de valeur, au centre du business model, elle a une place? Elle a une place dans un écosystème qui est constitué de vos partenaires, hein, qui peuvent être vos fournisseurs, vos ressources, le qui fait quoi dans l'entreprise, hein, donc en une activité clé, voilà, ça va être qui va s'occuper de quoi. Et d'un autre côté, vous avez toute la partie clientèle. Donc votre proposition de valeur, comment vous allez la valoriser auprès de vos clients, comment vous allez distribuer votre offre, est-ce que vous allez faire de la vente en ligne, de la vente physique, passer par un agent commercial, et puis à qui vous allez proposer vos produits, vos services ou vos prestations, donc en les segmentant. C'est-à-dire, si je vais prendre un exemple de l'artisanat du bâtiment, est-ce que je vais m'adresser à mes clients, si je suis dans le bâtiment, à un particulier, comme je vais m'adresser à une collectivité? Voilà, non, ce ne sera pas forcément la même chose, puisqu'ils n'attendent pas le même, on va dire, la même préparation d'un dossier. Et bien entendu, tout cela repose sur des flux financiers. Donc, à gauche, les coûts, à droite, les revenus. Évidemment, si la case de gauche est supérieure à la case de droite, c'est que votre projet aura un problème de rentabilité. Donc, bien lister tous les coûts envisageables et toutes les sources de revenus possibles pour valider ou non si votre business model, votre stratégie est bonne. Ensuite, dans un autre document plus complet, on va parler du business plan. Le business plan, ça va être, voilà, toutes mes idées que j'ai notées dans mon business model, comment je vais les déployer. Donc déjà, premièrement, ce qu'on expliquait tout à l'heure, est-ce que je travaille seul ou est-ce que j'ai besoin, ou j'ai envie, hein, tout simplement, ou j'ai l'opportunité d'avoir un associé? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'à 2, on pourra se rémunérer? Ça, c'est toujours la grande question à se poser quand on démarre une entreprise. Ensuite, il y a l'activité. Est-ce que mon activité, déjà, est-ce que je la maîtrise techniquement? On en parlait dans les premières slides, mais c'est très important.
Je fais juste une petite parenthèse aussi au niveau de l'artisanat et de la réglementation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous improviser boulanger, plombier ou maçon. Hein, ce sont des ou agent immobilier, hein, pour parler d'une activité plus commerciale. Hein, ce sont des métiers réglementés. Donc, il faut que vous-même, vous sachiez le faire et vous soyez autorisé à le faire au niveau des diplômes ou des études ou de l'expérience. Si cette activité-là est bonne, bah, l'étude de marché, qu'on détaillera plus tard, bah, doit valider le projet. Est-ce que j'aurai tous les moyens pour travailler? Est-ce que j'aurai besoin d'un local? Est-ce que j'aurai besoin de machines, hein, si je fabrique quelque chose? Est-ce que j'ai le budget, hein, pour acquérir ces équipements ou pour me payer un loyer? À réfléchir. Le statut juridique, on fera un petit zoom tout à l'heure. Et puis, enfin, dernière chose, à la fin du business model, il faut que votre prévisionnel financier soit au minimum à l'équilibre. Il faut que vous rentriez plus d'argent que ça va vous coûter. Alors, ça paraît évident ce que je dis, mais c'est très important de travailler en profondeur sur ce thème, parce qu'il y a plein de dépenses qu'on n'imagine pas forcément en tant que particulier, qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Donc là, c'est très important d'être au plus juste au niveau déjà rien que des dépenses. Après, évidemment, les entrées, ça là-dessus, voilà, ce sera fait en fonction de votre étude de marché, de votre activité, etc., etc. Alors ensuite, parmi les facteurs de réussite suivants et qu'on souhaite aborder avec vous ce matin, il y a un facteur extrêmement important, c'est l'étude de marché. Alors l'étude de marché, en fait, pour tout vous dire, c'est souvent une partie qui est un petit peu négligée par les porteurs de projets. Généralement, la partie financière, elle se gère, on va dire, de manière assez naturelle. On sait forcément qu'il va falloir faire un prévisionnel. L'étude de marché, c'est quelque chose souvent, en fait, qu'on a un petit peu plus de mal à réaliser parce que souvent, les porteurs de projets ne savent pas finalement comment réaliser une étude de marché. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'en fonction de l'activité que vous allez créer, l'étude de marché ne va pas forcément se faire exactement de la même manière. Donc, on va voir déjà quelques points, quelques conseils, on va dire d'ordre général qu'on va pouvoir vous donner. Alors, pour rappel, en fait, l'étude de marché, eh bien, ça sert à tester son idée. Et l'étude de marché, en fait, elle doit se faire toujours avant l'étude financière prévisionnelle. Je vous expliquerai juste après pour quelles raisons. Donc, tester son idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord, regarder un petit peu l'écosystème dans lequel vous allez vous situer. L'écosystème, c'est notamment vos concurrents. Il y en a forcément. Quand on vient nous voir et qu'on nous dit « mais moi j'ai un projet, il n'y a pas de concurrence », généralement, quand on cherche un peu, on en trouve. Donc, ces concurrents, il va falloir d'abord les identifier, qui sont vos concurrents, et ensuite, il va falloir faire une petite analyse sur chacun d'entre eux. Donc, concrètement, eh bien, ce que l'on va faire, c'est un petit tableau, c'est tout simple. On va lister tous les concurrents, les points forts, les points faibles de chacun, et puis vous allez en quelque sorte, un peu les noter sur un certain nombre de critères, sur la qualité, sur le prix, sur les services complémentaires, sur leur position géographique, leur spécialité. Donc, vous allez de cette manière pouvoir vraiment déjà avoir une étude de la concurrence. Donc ça, en fait, on se rend compte qu'avec un petit peu de méthode, c'est quelque chose que l'on peut faire assez facilement. Ensuite, autre étape qui là, par contre, prend peut-être un petit peu plus de temps, c'est définir votre clientèle. Et quand on vous dit définir votre clientèle, ça veut dire définir les segments de clients. Donc, un segment de clients, en fait, c'est une catégorie de clients qui va exprimer le même besoin. Donc, dans une entreprise, des segments de clients, vous n'allez pas en avoir 10-15. Vous allez en avoir beaucoup moins. Vous en avoir peut-être que 1, peut-être 2, peut-être 3, rarement plus. Donc, ces segments de clients, en fait, il va falloir les identifier précisément le besoin de chacun de ces segments. Et puis, en face, il va falloir pouvoir proposer une offre adaptée. L'objectif étant de proposer une offre à chaque segment. Et vous n'allez pas, par exemple, proposer la même offre à l'ensemble des segments. Donc ça, c'est un travail qui peut prendre un petit peu de temps et qu'il va falloir réaliser. Et notamment, on va notamment réaliser ce travail à travers une enquête, une étude que l'on va faire auprès de ces clients potentiels. Une fois que tout ce travail est fait, eh bien, vous allez pouvoir enfin définir un positionnement très clair pour votre entreprise en termes de clientèle, en termes d'offres, en termes d'avantages concurrentiels. Et une fois que ce positionnement est clairement défini, eh bien, vous allez pouvoir adapter votre communication. Puisque tant que vous n'avez pas identifié votre clientèle, il est difficile d'organiser une communication
Communication, c'est quelque chose qui peut coûter relativement cher, donc il faut qu'elle soit bien étudiée, il faut qu'elle soit bien ciblée. Et puis l'étude de marché, c'est également ce qui va vous permettre d'estimer votre chiffre d'affaires. Donc, on va travailler sur un nombre potentiel de clients, on va pouvoir travailler sur des hypothèses basses, sur des hypothèses hautes, on va pouvoir travailler sur un panier moyen qu'on va multiplier par un nombre de clients et c'est ce qui va nous donner notre chiffre d'affaires potentiel. Et une fois qu'on a ce chiffre d'affaires potentiel, eh bien seulement à partir de ce moment-là, on va pouvoir démarrer l'étude financière prévisionnelle. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien commencer par l'étude de marché pour pouvoir faire ensuite son étude financière prévisionnelle. Alors, pour l'étude financière prévisionnelle soit la plus complète possible, le choix du statut juridique va être primordial, puisqu'en fonction du statut juridique que vous allez choisir, vous allez payer un certain montant de cotisation sociale qui représente une somme non négligeable par rapport au budget de l'entreprise, et en fonction de ce que vous allez choisir, eh bien, vous allez être taxé à hauteur de tant et tant en fonction du statut juridique. Cet argent-là, c'est pour votre sécurité sociale et votre retraite. Donc, il faut que vous fassiez attention donc, aux critères sociaux. Hein. Ça, c'est la deuxième partie de la slide, mais je vais enchaîner parce que quand vous êtes en salarié, c'est votre patron qui paye les cotisations sociales. Là, ça va être à vous de le faire puisque vous êtes votre propre patron. Donc, il y a deux régimes sociaux. Hein, ça, on verra, vous pourrez le voir dans une autre conférence, qui est le régime du salarié, le régime du non-salarié ou le régime de la micro-entreprise, avec donc un taux de cotisation plus ou moins élevé. Mais il y a aussi d'autres critères à prendre en compte qui sont les critères qui dépendent purement de l'activité. Donc, quel est votre chiffre d'affaires prévisionnel? C'est sûr que si vous prévoyez une grosse activité de négoce, vous n'allez pas pouvoir monter une micro-entreprise. C'est logique. Il va aussi falloir voir quel va être le montant des investissements. Si vous avez 100 000 euros d'investissement à effectuer, vous n'allez pas monter une micro-entreprise qui n'est pas assujettie à la TVA. Vous la perdriez. Donc là aussi, c'est en fonction de la dimension du projet que se fait le choix du statut juridique. Et puis, il y en a sur lesquels vous n'avez pas forcément le choix. Hein. C'est en fonction de l'activité que vous exercez. Un paysagiste, par exemple, qui va être immatriculé pour la protection sociale à la MSA ne peut pas être en micro-entreprise. Un débit de tabac doit être automatiquement en entreprise individuelle. Il ne peut pas être en SAS. Donc, renseignez-vous avant sur la réglementation. Et là, les chambres consulaires sont là pour ça, pour vous aider à bien le déterminer et à vous donner toute la réglementation en vigueur. Voilà, donc on continue donc avec un nouveau point à prendre en compte pour réussir dans de bonnes conditions votre projet, c'est bien sûr bien évaluer ses besoins de départ. Alors, comment fait-on pour bien évaluer ses besoins de départ? Eh bien, il y a un outil très simple que l'on va utiliser qui s'appelle un plan de financement. Donc, le plan de financement, vous voyez à l'écran, c'est un tableau très simple en fait. Hein, vous pouvez le réaliser assez facilement. Pour pouvoir travailler ce genre de document, eh bien, vous n'êtes pas comptable, ce n'est pas grave. C'est un tableau qui se remplit, on va dire simplement avec des questions de bon sens et qui est assez facile. Donc, dans ce tableau, eh bien, on commence par la première colonne. Toujours la première colonne, la colonne qui porte sur les besoins. Donc, dans cette colonne, vous allez lister tous les besoins dont vous avez besoin pour créer votre entreprise. Et donc, la question qui se pose ici, elle se pose bien au moment de la création d'entreprise. Donc, si vous avez un projet et que vous envisagez de créer votre entreprise le 1er janvier 2025, eh bien, la question est de quoi avez-vous besoin le 1er janvier 2025 pour créer votre entreprise? Donc là, vous avez un certain nombre de besoins qui sont exprimés, par exemple des frais d'établissement, si vous créez par exemple une société, même une entreprise individuelle, il peut y avoir des frais, donc des frais greffes, il peut y avoir des frais de rédaction de statut, d'annonce légale. Donc, tout ça fait partie des frais d'établissement. Donc, ce sont des frais qu'il va falloir payer tout de suite au démarrage. Ensuite, vous avez peut-être des besoins incorporels. Donc, les besoins incorporels, c'est par exemple, s'il s'agit par exemple d'une reprise, vous rachetez un fonds de commerce. Eh bien, c'est une immobilisation incorporelle. Il va falloir le prévoir dès le démarrage. Dès le démarrage, il va falloir payer le fonds de commerce. Ça peut être un droit au bail aussi que vous pourriez être amené à payer.
Ensuite, vous avez toutes les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles, eh bien, ça va être, par exemple, vous allez acheter un véhicule, vous allez acheter du matériel informatique, du mobilier, du matériel, de l'agencement. Tout ça fait partie des immobilisations corporelles et vous en avez besoin dès l'ouverture, dès le 1er janvier. Vous avez besoin de ces moyens pour pouvoir fonctionner. Il y a également des immobilisations financières. Imaginons par exemple que vous louez un local, le propriétaire va certainement vous demander une caution et il va peut-être vous demander 2 mois de loyer d'avance. Donc tout ça, ça fait partie des frais qu'il va falloir avancer. Et puis, vous avez bien sûr un besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, ça peut être par exemple du stock qu'il va falloir acheter pour pouvoir le revendre et qu'il va falloir payer immédiatement parce que les fournisseurs ne vous connaissent pas encore. Ils vont peut-être vous demander de payer ce stock comptant. Et puis, d'une manière plus globale, vous avez besoin d'une trésorerie de départ, puisque quand on démarre son entreprise, il y a de fortes chances que le chiffre d'affaires que vous allez dégager au démarrage ne suffise pas pour payer l'ensemble de vos charges. Donc, si vous avez des clients qui vous payent à comptant, eh bien, ça sera plus facile. Mais si vous travaillez, par exemple, avec des professionnels et que les professionnels vont vous payer à 30 jours, voire 60 jours, ça veut dire concrètement que pendant 1 mois ou 2 mois, vous n'avez pas de rentrée de chiffre d'affaires. Et donc, il va falloir, vous, sur votre trésorerie de départ, être en capacité de financer l'ensemble de vos charges le temps que le chiffre d'affaires rentre. Donc, il va falloir lister l'ensemble des besoins, ne pas oublier la TVA sur les immobilisations corporelles. Vous avancez la TVA, elle vous sera remboursée, mais plus tard. Donc, il ne faut pas oublier de compter les investissements en TTC. Vous faites le total de vos besoins. Ensuite, vous passez à la colonne ressources, vous regardez quel est votre apport personnel et la différence, c'est le montant qu'il va falloir emprunter. Donc là, ici, dans ce document, on ne parle pas des aides à la création d'entreprise, parce que là, on est sur un schéma, on va dire, relativement simple, mais bien sûr, il peut y avoir également des aides. Et d'ailleurs, vous avez une conférence qui sera proposée dans la semaine sur les aides à la création d'entreprise. Voilà, et donc l'objectif de ce document, c'est que bien sûr, l'ensemble des ressources doivent couvrir l'ensemble des besoins. Donc, vous devez avoir un plan de financement initial équilibré. Alors, vous avez la possibilité aussi, quand vous créez votre entreprise, de ne pas le faire tout seul. Vous avez la possibilité de vous associer pour fonder une société pour exploiter votre idée. Alors, s'associer, il faut le faire à bon escient. Une association en entreprise, c'est comme un mariage ou une amitié dans la vie en général. Ça peut très bien se passer à un moment X, et puis pour diverses raisons personnelles, un changement de vie, un changement dans la vie de votre associé, ou Dieu sait quelle mauvaise surprise, parce qu'à force de voir des entreprises, il n'y a vraiment pas de cas typiques, on peut tout entendre. S'associer à bon escient, ça veut dire faites attention avec qui vous associez, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue humain. Déjà, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un associé? Si oui, pour quelle raison? Ça peut être quelqu'un qui va ramener de l'argent en plus pour pouvoir financer le démarrage de l'entreprise. Êtes-vous complémentaire? Est-ce que vous vous entendez bien, tout simplement? Est-ce que vous pouvez vous rémunérer à 2 sur une activité? Est-ce que ça dégagera assez de chiffre d'affaires pour payer 2 salaires nets et 2 fois les cotisations sociales? Et puis, quelle est la répartition des parts? Est-ce que vous allez vous mettre vraiment à 50-50? Ça, c'est toujours bien quand on y pense, parce qu'on se dit que c'est à égalité. Mais dans la pratique, en cas de problème, il n'y a plus de majorité qui se dégage, ça peut bloquer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut prévoir un document juridique qui s'appelle un pacte d'associés. Ou est-ce que quelqu'un est d'accord pour prendre la majorité des parts et l'autre la minorité? Donc, voilà. Question essentielle, et bien réfléchir avant de démarrer sur cette notion d'association. Ensuite, autre conseil que l'on peut vous apporter, tout simplement ne pas confondre vitesse et précipitation. Alors, que veut-on dire par cela? Eh bien, tout d'abord, en fait, le point important à prendre en compte, c'est qu'un projet de création ou de reprise d'entreprise, c'est un projet qui prend du temps.
Donc, le temps de préparation dépend bien sûr de la complexité du projet. En fonction de la nature du projet, eh bien, le temps sera plus ou moins long, mais en moyenne, il faut compter entre 3 et 6 mois, sachant qu'on est plutôt généralement sur 6 mois que sur 3 mois. Voilà, donc ça, il faut déjà l'intégrer, c'est qu'un projet de création, ça prend du temps. Il faut également avoir en tête qu'il faut vraiment que vous soyez proactif dans la préparation de votre projet. On reviendra après sur l'importance d'être accompagné, mais même en étant accompagné, il faut vraiment, n'oubliez pas que c'est vous le moteur du projet, donc il faut vraiment être extrêmement proactif dans votre projet. Et puis être proactif, ça veut dire aussi anticiper les aléas. Parfois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous repérez un local, vous vous projetez déjà dans un local, et puis finalement, quelqu'un a signé le bail avant vous, et voilà, il va falloir chercher un autre local, ça remet un peu en cause le projet. Donc voilà, donc ça sont des choses qui arrivent. Si ça doit vous arriver, sachez que ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive régulièrement. Donc voilà, donc ne baissez pas les bras, continuez. Et puis il va falloir également anticiper les formalités d'immatriculation de votre entreprise, puisqu'aujourd'hui les formalités se font en ligne. Et là, un conseil que l'on peut vous donner, c'est faites-vous représenter pour réaliser vos formalités. Vous pouvez bien sûr les faire vous-même sur la plateforme de l'INPI guichet unique. Sachez simplement que lorsque vous faites vous-même vos formalités, il n'y a pas de correctif possible. Donc, si vous vous rendez compte après coup que vous avez malheureusement saisi une erreur ou mal saisi une information par mauvaise compréhension, la corriger. Il va falloir ensuite procéder à une modification. La modification coûte cher, il y a des frais greffe à payer et puis surtout, il faut attendre un certain temps pour obtenir un extrait CABIS à jour. Enfin, dernière chose, l'importance de bien s'entourer pour préparer son projet. Ne restez pas seul. Hein, la solitude, ça reste l'ennemi de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. Alors évidemment, il ne faut pas se vanter à droite à gauche avant d'avoir signé et commencé que vous allez monter un projet révolutionnaire et que ça va forcément fonctionner. C'est de bien s'entourer, c'est de choisir les bonnes professions qui vont vous accompagner pour que vous évitiez toute mauvaise surprise. Allez voir un expert comptable pour un prévisionnel ou pour des formalités d'immatriculation. Si jamais vous rachetez une entreprise, passez peut-être par un juriste, un notaire, un avocat pour voir la rédaction du compromis de vente si tout est bon. Et surtout, quand vous vous faites accompagner, vous avez un taux de pérennité, c'est-à-dire que votre entreprise a plus de chances de survivre à l'horizon 5 ans qu'une entreprise qui est restée toute seule dans son coin. Au niveau des chambres consulaires, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers, on va pouvoir vous accompagner sur le montage du business plan, sur la recherche de financement. Vous allez pouvoir bénéficier d'un suivi personnalisé par un conseiller référent et on vous donnera un regard externe sur l'entreprise. Voilà, on dispose de certaines données qui, par exemple, pour nous faire dire, voilà, le chiffre d'affaires que vous envisagez là sur ce secteur, écoutez, vos confrères, ils ne font pas vraiment ça, donc ça paraît un peu optimiste. Et donc, vous pouvez nous rencontrer sur nos différents sites, hein, donc les sites de Metz pour la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, et également sur les territoires. Hein, donc, nous sommes présents sur Forbach, Sarreguemines, Thionville et Sarrebourg, en sachant que la prise en charge de cet accompagnement est faite à 100% par un dispositif régional qui s'appelle les chèques créa. Donc, si vous souhaitez qu'on aille plus loin ensemble, qu'on discute vraiment en profondeur sur votre projet, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous. Vous avez les coordonnées, donc en fonction de votre activité, si elle est commerciale ou industrielle, la CCI, ou si vous avez un projet d'activité artisanale, donc la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à nous contacter en complément de ce qui vient d'être dit. Nous accompagnons également à la CCI les activités de service et nous accompagnons également de nombreuses activités libérales. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vous propose que l'on passe aux questions. La première question est attribuée à Vincent. Vincent qui nous pose une question. Donc, bonjour, si on propose plusieurs propositions de valeur, on doit effectuer ce tableau pour chaque proposition.
Donc là, Vincent, je pense que vous faites référence au business model qui a été montré tout à l'heure au tableau. Donc non, donc si vous proposez si vous avez plusieurs propositions de valeur, il faut tout le business model. En fait, c'est un business model par projet, par entreprise. Donc les différentes propositions de valeur, en fait, on va le retrouver dans la case en fait qui correspond aux propositions de valeur. Et si vous en avez plusieurs, eh bien à cet endroit, vous allez noter plusieurs propositions de valeur. Donc, mais c'est un seul business model. Business model, hein, c'est vraiment le document qui entreprise. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule stratégie, mais bien sûr, ça reste un seul document. Et vous notez dans chaque case, eh bien, les plusieurs propositions de valeur, si c'est votre cas. Voilà. Merci Vincent pour votre tour. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à poser vos questions, à revenir sur les sujets qu'on vient de vous présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a parlé du business model, on a parlé un petit peu du business plan, on a parlé de l'étude de marché. Un point important également dont on a parlé, c'est les associés. Hein, c'est également un facteur de réussite d'avoir des associés. Mais voilà, c'est aussi à manier avec, on va dire, un petit peu de prudence. De rien, Vincent, je crois que vous nous répondez, merci. Voilà, donc on a également parlé de l'accompagnement, donc l'accompagnement qui peut être fait par les chambres consulaires, la chambre des métiers, la chambre de commerce et d'industrie. Vous avez un dispositif qui s'appelle l'échec créa qui a été mis en place par la région Grand Est et qui peut vous permettre donc de bénéficier de cet accompagnement à titre gratuit. Donc n'hésitez surtout pas à demander votre chèque créa. Donc le chèque créa, il se demande en ligne sur le site de la région Grand Est. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, bien écoutez, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. On va encore attendre peut-être 1 ou 2 minutes s'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce que les diapos sont disponibles quelque part? Alors, cette visioconférence est enregistrée et elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Donc, vous pourrez les retrouver à cet endroit-là. Catherine qui nous demande, faut-il passer d'abord par la présentation plus globale avant d'obtenir un rendez-vous? Manu, est-ce que tu veux répondre? Alors oui, plus vous avez d'éléments, plus le rendez-vous sera efficace. Hein. Si vous en êtes au stade de l'idée, c'est bien, on pourra déjà échanger sur les premières caractéristiques de votre stratégie. Mais c'est sûr que si vous venez avec des éléments construits, déjà chiffrés, là, on pourra travailler plus rapidement et plus efficacement sur votre projet, notamment sur tout ce qui est données financières. Si vous savez déjà où vous allez vous installer, donc vous allez avoir votre loyer, si vous avez déjà sondé si votre produit plaît à certains clients et quelle somme ils seraient prêts à mettre pour ce projet, ben là, on va pouvoir avancer pour ce projet, pour vos services. Là, on pourra déjà avancer sur la construction d'un prévisionnel et anticiper le chiffre d'affaires. Donc oui, plus vous avez d'éléments, mieux c'est et plus on sera efficace. Mais même si vous êtes au stade de l'idée, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Je reviens sur une question également par Catherine. Les conditions pour obtenir l'échec créa. Oui, effectivement, il y a des conditions. En fait, il faut être soit demandeur d'emploi, soit avoir moins de 30 ans ou être en reconversion professionnelle. Donc, si vous remplissez une de ces conditions, vous pouvez obtenir l'échec créa. Alors, ensuite, je vois qu'on a d'autres questions qui sont arrivées. Une question de... Alors, je ne vois pas le nom. Bonjour, où peut-on demander des aides pour la reprise d'entreprise? Alors là, je vous inviterai peut-être à vous rediriger vers la conférence spécialisée sur ce thème-là. Généralement, quand vous cherchez des aides, il faut raisonner un peu administratif avec les différentes strates administratives de notre État. Allez voir la communauté de communes ou d'agglo sur laquelle vous souhaitez vous implanter. Regardez aussi au niveau de la région, donc, qui est la structure qui accompagne l'entrepreneuriat.
Vous avez le dispositif des chèques créa, mais vous pouvez avoir dans certains cas particuliers d'autres aides. Et puis regardez ce qu'il y a au niveau de l'État, au niveau de ce qu'on appelle les conventions de revitalisation. Bref, pour nous, au niveau de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, on essaye de centraliser toutes les aides que vous pouvez obtenir par projet, par territoire. Donc là aussi, lors de rendez-vous personnalisés, on verra dans votre situation spécifique à vous, qu'est-ce qu'on pourra demander comme aide, et on sera ravis de vous accompagner sur le montage des dossiers. Ensuite, une question de Justine. Faites-vous aussi des accompagnements pour des entreprises déjà créées? Donc oui, Justine, effectivement, ça fait vraiment partie de notre cœur de métier, hein, que ce soit à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce. Hein, notre métier, c'est d'accompagner donc l'ensemble des entrepreneurs. Et oui, tout à fait, on peut accompagner une entreprise qui est déjà créée. Donc là, on est plutôt sur du suivi post-création. Et donc, ça se fait en entretien individuel. On peut venir vous voir, ou alors si vous n'avez pas de locaux, c'est vous qui venez chez nous. On fait le point avec vous sur votre entreprise. Et voilà, on peut tout à fait vous accompagner en fonction des problématiques que vous rencontrez. Ensuite, on a une question d'Emma qui demande « Bonjour, pour demander le chèque créa, il faut être déjà immatriculé ?» Non. Alors, si vous demandez le chèque créa, c'est un chèque créa antérieur à la création d'entreprise. Alors, au niveau du dispositif chèque créa en général, il y a 7 étapes. Donc, la première qui nous concerne avec cette conférence-là, ça va être le chèque créa numéro 1, donc la préparation du projet. Et là, il ne faut pas être, vous pouvez le faire sans être immatriculé, hein, puisque c'est le but de cet accompagnement. Si vous êtes déjà immatriculé et que vous rentrez dans les critères, il y a après un dispositif qui s'appelle suivi post-création que vous pouvez solliciter pour être accompagné une fois l'entreprise créée. Mais dans le cas de cette conférence et de ce qui nous intéresse ce matin, ça va s'adresser à des particuliers, hein, donc qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Ensuite, une question de Laetitia. Bonjour, lorsque l'on veut exercer un métier de courtage en ligne et en physique, quel statut juridique préconisez-vous? Alors là, Laetitia, le choix de la forme juridique, c'est vraiment variable d'un projet à l'autre. Donc là, comme ça, à ce stade-là, il est vraiment difficile de vous répondre. Ça nécessite vraiment un entretien individuel, ça nécessite vraiment un accompagnement. Ça dépend de votre situation, ça va dépendre du chiffre d'affaires que vous envisagez de réaliser, ça dépend de la responsabilité que vous allez peut-être engager. Donc, il n'y a pas de réponse type. C'est vraiment au cas par cas. Et puis après, c'est aussi, à un moment, in fine, c'est aussi un choix personnel. Hein, quand on parle d'SARL, d'SAS, voilà, donc nous, on va vous expliquer les avantages, les inconvénients, le fonctionnement de chaque structure, mais après, in fine, ça sera vraiment un choix personnel. Donc, à ce stade-là, il est difficile de vous répondre, ça nécessite d'avoir été accompagné. Ensuite, on a une autre question de Catherine qui demande, alors les rendez-vous avec la Chambre de commerce se font en ligne ou sur site en présentiel? Donc là, Manu, si tu veux, je vais répondre. Oui, peut-être pareil pour la CMA. Alors, c'est au choix. Donc, la plupart des porteurs de projets, en fait, viennent nous rencontrer en présentiel. Hein, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, nous sommes présents à Metz, nous sommes présents à Lutz, à Thionville, à Sarrebourg, à Sarreguemines. Donc, voilà, donc nous couvrons, on va dire, une grande partie du territoire mosellan. Donc, soit, en fait, vous venez en présentiel, soit les rendez-vous peuvent se faire aussi en visioconférence. Alors, quand on accompagne des porteurs de projets, bien souvent, en fait, c'est parfois un mix, c'est-à-dire qu'on démarre par du présentiel et puis à un moment, dans le cours de l'accompagnement, il peut y avoir un rendez-vous en distanciel. Donc, les deux sont possibles. On va prendre, on regarde les dernières questions, on va prendre une dernière question qui vient d'arriver. Ah ben non, c'était juste Laetitia qui nous dit merci. Ben de rien, avec plaisir. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on nous arrivons donc au terme de cette première visioconférence. Voilà, donc on a été absolument ravis de vous avoir nombreux ce matin avec nous. Très content aussi que vous ayez participé activement à travers toutes les questions que vous avez posées.
Alors, n'oubliez surtout pas que le Salon Go ne fait que commencer et que vous pourrez retrouver cette visioconférence en replay dans la journée ou sinon demain matin. Et n'hésitez pas à vous inscrire aux autres visioconférences. Je vous rappelle qu'il y en a 32 sur 4 jours. Le programme est disponible sur salon-go.fr et surtout, on vous attend ce vendredi de 9h à 17h, cette fois-ci en présentiel, à la Chambre des métiers à Metz-Technopole, où vous allez pouvoir rencontrer tous les experts de la création reprise d'entreprise et venir avec vos questions et on espère repartir avec des réponses. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci à vous.